Claude Agege. Peut-être que vous attendez de moi en partie une glose sur les mots. Du tout, non. Sharia, ça signifie le chemin qui va vers un puits. Car c'est à l'origine une société de chameliers à la recherche de points d'eau pour abreuver leurs chameaux. Du sens chemin qui va vers un puits, qui est le premier sens en arabe classique, on va au sens de chemin à suivre. Et le chemin à suivre, à ma connaissance, Sharia n'apparaît pas ou guère dans le Coran. Ce qui apparaît en revanche, ce sont les composantes de la Sharia, c'est-à-dire le fait, les 5 khamsa ruku dans l'islam, les 5 piliers de l'islam, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage, le jeûne et la shahada. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà le contenu de la charia qui est, lui, précisément d'ordre coranique. Seulement, voilà, dans la mesure où la société arabe, dès l'origine, est une société de la totalité, par conséquent la religion est inséparable du mode de vie politique et individuel et quotidien, sous charia, qui est un terme à dédiaboliser, ça ne signifie pas que ce soit une promesse d'horreur, de couper les mains au premier vol, la première main, l'autre main au second vol, de lapider les filles qui vont à l'école, d'obliger les femmes à se voiler. Dans la sourate 14 et le verset 21-21, le prophète ne parle que de façon très modérée du voile. Il dit, les femmes doivent porter un voile pour cacher leurs atours, sauf aux gens de leur famille. C'est tout ce qu'il dit. Bon, ensuite, ça a été naturellement glosé, car le contenu coranique de la charia a été élargi par les ulamas et par tous les gens des hadiths, de la tradition du prophète, qui ne sont pas de l'ordre du Coran. Bon, alors qu'est-ce que ça devient? Ça devient le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, et son contenu, il légifère sur toute la vie, ce qui est une donnée de la société arabe d'origine, et qui se continue. Alors, par cet aspect, la charia peut devenir un épouvantail, parce qu'elle peut arriver à un certain nombre d'arbitraires et de tyrannies. D'un autre côté, elle ne l'est pas, et doit être démythifiée, car ce n'est que l'expression du droit musulman classique et fondamental. Une dernière chose, sur la polygamie, que trouve-t-on dans la sourate 14, du verset 2 ou 3? Le prophète dit ceci, Tankihu ma bikum khayru bikum zawjati idha turiduna iradtum wa law khiftum alla ta'dila lahum thuluth ala arba'a khayru bikum. لا تستطيع أن لا خفتم ألا تعدلوا لهذه المهرة واحدة. Ce qui signifie, si tu as le moyen d'entretenir 2, 3 ou 4 femmes, libre à toi de les épouser. Si tu n'es pas capable de les entretenir, c'est une société où les femmes n'avaient pas de métier naturellement. Ça ne se conçoit que sur ce fond-là. Si tu ne peux pas entretenir et que tu penses que la tardile, où tu ne seras pas équitable pour elle, alors tu n'en as qu'une. Ce qui veut dire que le Coran, contrairement, ici je parle en faveur de ce qu'il y a de l'acceptable, contrairement à ce que l'on dit et à ce que les anti-musulmans racistes, souvent sans aucune information, qui ne lisent pas l'arabe, qui ne lisent pas le Coran, même en traduction, prétendent, le Coran est une invitation à la monogamie. Michel Colomb, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas diaboliser systématiquement et que certains ont utilisé un épouvantail. J'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. J'ai pas vu ça à Tunis, j'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées.
On a parlé de bombardement sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda, et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol. Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine, il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. Revenons, si vous voulez bien, moi vous vouliez ajouter quelque chose, mais revenons à la situation d'aujourd'hui, en particulier, élargissons-la à la Tunisie, mais je crois que Bessora voulait intervenir. Moi, je trouve particulièrement intéressant cette question de composer avec les ambivalences et les contradictions, parce qu'on a toujours tendance à vouloir que les choses soient homogènes, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais il va peut-être falloir faire avec une identité musulmane et une identité laïque. Et l'ambivalence, c'est de tous les conflits, de tous les phénomènes, et peut-être qu'il faut apprendre à l'accepter et à dire « et » plutôt que « ou ». Et puis Abdel Jalil lui-même d'ailleurs est pris dans ses propres contradictions parce qu'aujourd'hui, donc il instaure la charia dont vous avez très justement... C'est le président du CNT. Voilà, du Conseil national de transition. À un autre moment, il a dit qu'il envisageait un État non religieux. Bon, c'est peut-être aussi des stratégies politiques. Oui, moi je suis assez d'accord. Mais si vous voulez, on le voit bien aujourd'hui. Tous les partis politiques, par exemple en Tunisie, j'ai regardé les programmes, disent on est pour la séparation du religieux et du politique. Et ils sont tous contre pour la réforme de l'article 1 de référence à l'islam comme religion de l'État. Donc ça veut dire que la conception même de la séparation aujourd'hui fait quasiment unanimité. On ne veut pas une confusion entre le religieux et le politique. Et pourtant, on se sent musulman et on veut que cette référence à l'islamité soit constitutionnelle. Et je veux dire que de ce point de vue-là, le sociologue, le scientifique, le chercheur doit non pas dire il faut la laïcité, il faut le sécularisme, ou c'est que des islamistes qui veulent le califat. Il faut qu'ils comprennent comment les acteurs eux-mêmes interprètent cette ambivalence qui pour eux n'est pas une ambivalence. Se sentir aujourd'hui dans un État moderne, séculariste, comme la Tunisie par exemple, qui reconnaît effectivement aucune femme tunisienne, même voilée, ne veut remettre en cause la pension alimentaire parce que c'est le seul pays où vous allez en prison si vous ne la payez pas. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en France on ne va pas en prison quand on ne paye pas. Mais toutes les femmes même voilées sont d'accord pour que leur mari aille en prison quand elles ne payent pas la pension alimentaire. Quand ils ne payent pas la pension alimentaire. Mais en même temps, ils peuvent voter pour le parti islamiste. Et nous sommes en face de ces zones d'ambivalence qu'il faut pouvoir interpréter et décoder et non pas imposer des lectures normatives, je dirais, et qui sont, à mon avis, qui ne nous permettent pas de comprendre ce type d'évolution démocratique nécessairement ambivalente et ambiguë. J'ai un professeur du Collège de France qui tend le doigt Monsieur, pour que laisse intérêt. Vous sembliez chagrin que beaucoup ici soient contre vous. Il y en a au moins un qui vous approuve à 100%. Et ce que j'apprécie le plus dans votre propos, c'est une dédiabolisation de monsieur Kadhafi. On l'a diabolisé, et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'est pas vrai qu'il ait eu que la révolution qui ne songeait qu'à l'éliminer ait eu un appui général. Comment expliqueriez-vous si c'était vrai? Non seulement cet homme a fait d'innombrables réformes qui a donné de quoi manger à des gens pauvres, non seulement il a, du fait de la structure tribale, favorisé pas seulement sa tribu de Sirte, mais bien d'autres, mais comment expliqueriez-vous s'il était vrai, comme la presse le dit, et comme je regrette de voir que vous le rééditez et le glosez ou le singez, comment expliqueriez-vous cette chose que l'on dit en diabolisant horriblement ce malheureux Kadhafi, comment expliqueriez-vous que la résistance ait été, des Kadhafis j'entends, tellement longue, qu'il y ait eu une guerre civile tellement interminable? Les gens qui se sont battus, vous pensez que c'est par
par désir de se faire trucider, ils se sont battus parce que Kadhafi avait de sérieux appuis dans son pays. Exactement. Ça paraît aussi simple. Vous êtes dans du temps journaliste, essayons d'être dans du temps historien. Cette guerre civile n'a pas été très longue. Dans quelques années, les historiens diront que la guerre civile libyenne a au fond duré extrêmement peu. Et si vous avez quelques notions d'histoire, je suis certain que vous en avez, vous savez que des guerres civiles ont pu durer des années ou des dizaines d'années, certainement pas quelques mois. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rebelles sont des civils en armes. Et il est parfaitement exact, je vous rejoins sur ce point, il est parfaitement exact que l'OTAN a fait une lecture extensive de la 1973. Et je le dis avec d'autant plus d'honnêteté intellectuelle que j'ai compté parmi les signataires dans le monde de l'appel à l'intervention militaire en Libye. Et il est vrai, les Russes et les Chinois aujourd'hui en veulent beaucoup à l'OTAN. On est allé très loin puisqu'il s'agissait d'empêcher les exactions. Or, le CNT, le CNT et les rebelles eux-mêmes nous ont demandé à la communauté internationale, certainement pas seulement aux Occidentaux, je vous rappelle qu'il y avait 2 États arabes qui participaient à cette intervention et un certain nombre d'autres États hors de l'OTAN, et il a bien fallu qu'on aille jusqu'au bout. À titre personnel, je regrette notamment la manière dont le CNT a mis fin au jour de Kadhafi. Il aurait mieux valu le juger, je veux dire, que le peuple libyen lui-même le juge s'il en avait la volonté, et éventuellement qu'il aille auprès de la justice internationale. Mais ce qui est certain, c'est que des civils à qui on donne des vieilles armes ne peuvent pas, eux seuls, bien évidemment en l'espace de quelques semaines et peut-être même pas en l'espace de quelques mois, abattre un régime qui disposait de soutien populaire, je sais pas, de chars d'assaut et d'avions, ça c'est absolument certain. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, sauf les tribus avec lesquelles Kadhafi avait été extrêmement clientéliste, et puis évidemment la sienne, et certainement pas majoritaire, c'est pour ça qu'il a pu tenir pendant quelques semaines, et encore peut-être pendant 3-4 mois. On ne peut pas appeler ça une guerre civile extrêmement longue. Maintenant, pour ce qui est de l'islamisme, je crois qu'il ne faut pas en faire un bloc monolithique. On a aujourd'hui une évolution au sein du monde arabe, dans le cadre du printemps arabe, vers l'AKP turc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Turquie, enfin l'AKP au pouvoir, montre qu'on peut à la fois respecter pour l'essentiel les acquis démocratiques, je suis le premier à le dire, et en même temps avoir une espèce de tenir une espèce de conservatisme avec des référents, effectivement, qui sont plutôt, allez, on va les appeler islamo-conservateurs. Il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète énormément, moi qui étais favorable à l'intervention, encore une fois, militaire pour faire tomber ce dictateur parfaitement abject qui a été Kadhafi pendant 42 ans. C'est qu'aujourd'hui, et en Tunisie, les acquis notamment pour les femmes, qui ont été ceux de Bourguiba et de Ben Ali pendant des décennies, ne doivent pas. Et c'est vrai qu'il a récupéré Bourguiba. Mais c'est vrai, mais il les a maintenus, ces acquis. Et notamment vis-à-vis des femmes, c'est un peu tout de même 50% de la population. Ces acquis ne doivent pas, me semble-t-il, être remis en cause. Et en même temps, qui suis-je pour le dire, hein, on ne dissout pas le peuple, vous connaissez la célèbre formule, et par conséquent, les Tunisiens qui ont fait leur propre révolution, les Égyptiens qui ont fait la leur, à moins bien sûr que l'OTAN ait finalement tout décidé de l'extérieur et d'en dessous, eh bien, ce seront à eux de choisir leur gouvernement, et je crois effectivement qu'on va assister à une forme de coalition, j'espère qu'elle sera démocratique, entre des partis islamo-conservateurs, j'espère qu'ils seront plus conservateurs qu'islamistes, radicaux, et une partie de la classe politique qui est à se construire et qui est effectivement globalement plutôt laïque, pas au sens laïciste où la République française l'entend, parce que nous sommes un peu une exception, je le regrette mais c'est comme ça, mais au sens conservateur du terme. Anne-Elisabeth Moutet. Je voudrais rappeler en exergue que, par exemple, la Grande-Bretagne a une religion établie dont le chef est le monarque. Et que ça n'empêche pas d'être une démocratie. Donc effectivement, l'idée qu'on peut parfaitement concilier l'article 1 de la Constitution tunisienne et puis une démocratie. Je pense qu'il y a tout de même j'ai une certaine inquiétude parce que la lecture de l'islam dans les mouvements populaires est à la fois minoritaire et extrémiste. C'est-à-dire que prenons le parti Ennahda en Tunisie, et je ne dis pas que ce parti en lui-même est complètement extrémiste. J'ai entendu une interview de son leader qu'on a vu voter tout à l'heure, et c'était quelqu'un d'assez raisonnable, modéré, et avec une certaine philosophie, pour ce que j'en ai vu, et je suis relativement ignorante de ça. Mais ils n'ont que 30% des voix. Alors la question, c'est s'ils deviennent l'arbitre parce qu'ils ont 30% des voix, il y a un danger qui est absolument évident, parce que ce qu'on voit absolument partout... Ça arrive dans des tas de démocraties. C'est arrivé en Allemagne dans les années 30.